Et c'est le temps d'une bière. Vous êtes-vous déjà posé la question de, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous consommez une jolie pinte? C'est quoi l'effet que l'alcool a vraiment sur votre tête, sur votre fonctionnement, sur votre cognition? Pour en parler, pour investiguer la chose, j'invite ici Ophélie Thiab-Kataba, qui est, elle, coach en neurosciences et elle s'y connaît pas mal plus que moi en neurotransmetteurs. Pour une exception, pour une rare fois, mon invité ne consommera pas d'alcool. Elle a une très bonne raison. Elle attend un bébé qui est en production en ce moment. Donc, voilà, elle va boire du kombucha et je vais lui demander comment ça va. Ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Je suis content de te voir. Et puis, je suis vraiment content d'avoir l'opportunité pour une fois de parler concrètement de l'effet de l'alcool. On n'a pas beaucoup investigué, disons, la science derrière ça. On n'a pas eu la chance vraiment d'en parler. Et puis ça, c'est ma grande question pour toi, tu sais. Qu'est-ce que ça fait, l'alcool, sur le cerveau concrètement? Je tiens à préciser aussi, parce que je ne l'ai pas fait, que tu es aussi cofondatrice de la compagnie MyFlow, qui finalement aide les gens à comprendre un peu leur propre personnalité. Comment est-ce que parle-en un petit peu. À mieux se comprendre. Donc, en fait, j'ai cofondé MyFlow en 2021, pleine pandémie, parce que là, il y avait un besoin criant chez les entrepreneurs. Nous-mêmes, avec mon ami et partenaire, déjà, moi, je venais de graduer et de devenir coach certifiée en neurosciences. Ouais! Elle était wouhou! Et j'ai trinqué au kombucha d'ailleurs, cette journée-là. Ah oui! Ouais, j'en bois beaucoup, beaucoup. Je vais vous expliquer aussi l'impact que ça a sur notre santé mentale, c'est hyper intéressant. Mais donc, avec Amina, ma partenaire, on a fondé ça en 2021 parce qu'il y avait un besoin criant en fait chez les entrepreneurs. Oui, on coach au niveau professionnel, mais surtout personnel. Parce que avant de fonder une entreprise, il y a des choses à travailler. Sur toi, tu dois comprendre ton cerveau, comment il fonctionne, comment ton corps fonctionne. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans l'entrepreneuriat, malheureusement, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, tu dois fonctionner comme ça, c'est ça la recette. C'est one size fit. C'est comme si tu devais enfiler la même tenue que tout le monde. Ouais. Et donc, on s'est dit, non, mais les neurosciences vont vraiment apporter une solution. Une solution pour aider, dans le fond, la compagnie, puis l'entrepreneur à mieux se comprendre. À s'adapter finalement. Oui, à gérer son intelligence émotionnelle. Déjà, tu vois, on a commencé avec les neurotransmetteurs, t'en as un petit peu parlé. Mais déjà, de comprendre comment toi, dans ton corps, tes neurotransmetteurs fonctionnent, lesquels sont dominants, lesquels sont en carence. Mais tu peux mieux gérer ton énergie et ta vitalité en partant. Ouais. Et ce qui est intéressant après ça, c'est, OK, une fois que tu as travaillé cette colonne vertébrale qu'on va appeler, c'est intéressant de travailler l'être, l'identité et de développer plus tard ton intelligence émotionnelle, ton leadership. Ça va dans l'ordre. Commence pas à développer ton leadership si tu te connais pas assez, tu sais pas quel genre de leader tu peux être. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on fait. On accompagne les entrepreneurs. La majorité, je te dirais, sont des femmes. Beaucoup, beaucoup. Ah oui? Ouais. C'est les femmes qui viennent vous voir? Beaucoup plus que les hommes. Ah, ça, c'est pas trop étonnant. On en a quand même. On en a. Oui, mais la majeure partie, tu sais qu'ils ont déjà femmes. fait un gros travail sur eux. Ouais. Et ça se sent que c'est des gens qui ont déjà du chemin de fait. C'est fascinant, ce domaine-là. Et puis, c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, parce que c'est le temps qu'on parle des vraies affaires. Allons-y, sautons dedans. Concrètement... Je me sers un peu de kombucha. Je t'en prie. Puis moi, je vais prendre une belle gorgée. Là, j'ai une bière qui m'a été donnée par le dépanneur Rapido, qui est en fait brassée par Gallicus, une Pils en bois, Pilsner affiné en fût de chardonnay à 5%. Je remercie le dépanneur Rapido de me l'avoir fourni. Donc voilà, ma grande question pour toi, la question de certains de mes auditeurs aussi, c'est quel est l'effet de l'alcool sur le cerveau? L'effet de l'alcool sur le cerveau. Alors, pour te l'illustrer très très bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, pardon, il y a 3 ans exactement. C'était en mars 2020. On est tous restés à la maison, confinés. Et le seul endroit où il y avait une file d'attente pas possible, c'était où? C'était les microbrasseries. Les microbrasseries, la SAQ. Les épiceries. Les épiceries, et les gens ont consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Ouais. Et c'était un échappatoire.
En fait, c'était surtout de se dire, on va essayer de se détendre comme on peut parce que c'est une situation qui est stressante pour tout le monde. Est-ce qu'on a aujourd'hui fait le lien entre la consommation d'alcool qui a grimpé partout dans le monde, pas juste au Québec, en France, on n'en parle même pas. Ouais, c'est hallucinant. C'est un des seuls produits dont la consommation a augmenté à une époque caractérisée par une baisse de dépenses puis une baisse de revenus. C'est impressionnant. Ça a été la même chose pour la drogue. Ah oui, oui, c'est pas étonnant. Ça a été la même chose pour la drogue. Donc, quel impact, quel est le lien entre la santé émotionnelle, la santé mentale des gens et la consommation d'alcool qui a augmenté pendant cette période-là? C'est qu'il faut savoir que lorsque tu consommes de l'alcool, tu dis, je vais me prendre un bon verre de vin ou une bonne bière. Déjà là, le ton est donné. Le ton est donné. L'argument est présent. Je vais me préparer, je vais me prendre un bon verre de rosé pendant que je prépare à manger ou quoi que ce soit. Oui, le vin, par exemple, a des effets intéressants peut-être pour le resveratrol qui est un antioxydant. Encore là, ton antioxydant, tu peux aller chercher ailleurs. Mais il y a une culture autour de l'alcool, c'est le réconfort. C'est associé au réconfort. Donc, ce que ça va faire, en fait, quand tu vas chercher le réconfort, quand tu veux aller chercher de la récompense pour t'apaiser, tu stimules, en fait, ta dopamine. Et la dopamine, au plus tu la stimules, au plus elle va t'en demander. Au plus tu l'actives, au plus elle va te dire « j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore ». Le neurotransmetteur dopamine contrôle tout ce qui va être dépendance. Donc, quand on parle de dépendance, on parle d'alcool. Chez certaines personnes, ça va être la nourriture. Ça peut être les smartphones. Les smartphones stimulent, notamment les réseaux sociaux, stimulent énormément la sécrétion de dopamine. Les drogues. Donc, si tu regardes, aujourd'hui, on vit dans une société où les réseaux sociaux, l'alcool, la drogue au Canada qui est autorisée, qui est en vente. Bon, c'est des magasins gérés par l'État, mais quand même, on est entouré de shots de dopamine, en fait, partout. Et du coup, comment on fait pour s'y retrouver? Est-ce qu'on peut parler d'une société basée sur l'excès de la dopamine, sur la surproduction de dopamine? En Occident, on est shooté à la dopamine. Un peu comme sur les stéroïdes. Là. Tous les jours. Ouais. Tous les jours, tu te lèves le matin, tu fais quoi? Tu vas sur ton téléphone. Tu as toutes sortes d'applications, toutes sortes de... Voilà, tu vas sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as besoin le matin quand tu te lèves pour la majorité des Nord-Américains? Vérifier des notifications sur Instagram pour s'assurer que tu as assez d'abonnés sur le compte du temps d'une bière. Ouais, puis tu as quoi dans la main à côté? Un café et puis un cellulaire. Tu as raison, c'est terrible. C'est hallucinant comme on s'en rend pas compte, en fait. On pense que c'est ça qui nous donne du boost, c'est ça qui nous donne du carburant. Ouais. Moi, j'adore l'espresso, donc je dis pas qu'il faut pas boire de café. Je vais jamais, je pourrais pas cracher dans la soupe. Mais il y a une nuance, en fait, à avoir, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, c'est bien qu'on s'arrête en tant que société et qu'on se dise « Oh, attends, est-ce qu'on va trop loin ?» Tout à l'heure, on parlait des entrepreneurs. Les entrepreneurs doivent vraiment checker leur santé mentale, leur énergie et contrôler leur cerveau. Je dis pas plus que le reste des autres. Mais en tout cas, si tu ne le contrôles pas assez, ça va être très difficile derrière de produire quelque chose de qualitatif et d'assurer dans ton entreprise. On est dopé à la dopamine, finalement. On est shooté à ça. Et pour revenir à la période de la pandémie, moi, je me suis amusée à faire un test. Ah oui? Parce que j'étais en train d'écrire mon mémoire et je faisais des tests de neurotransmetteurs à tout le monde. C'était autorisé? Comment ça fonctionnait? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est légal. Ouais. Ben oui, tu t'es donné la permission. Non, mais en plus, il fallait que je pratique le plus possible. Tu vois? Et puis pour moi, la pandémie, c'était un laboratoire. C'était intéressant d'observer mes clients et clientes. J'avais autant des hommes que des femmes. J'ai même dit à mon mari, trouve-moi des gens dans ton entourage qui sont OK, qui ont envie de le faire. Et je te dirais 95% des gens que j'ai testés étaient en carence de GABA et de sérotonine. Des neurotransmetteurs, Donc, on parle des neurotransmetteurs. On en a, je vais rembobiner un petit peu. On en a 4 principaux. Okay? On a l'acétylcholine, le GABA,
qui est le liquide de refroidissement du cerveau, si tu veux, du corps. C'est lui qui te calme. La sérotonine, qui la nuit se transforme en mélatonine. Donc, quand on n'a pas assez, tu peux pas dormir correctement la nuit. Si tu n'as pas assez de sérotonine, tu dors mal la nuit parce que la sérotonine devient de la mélatonine. La nuit. Ah, ouais. Ouais. Donc, je vais revenir un peu plus tard là-dessus, mais ça, c'est primordial. On ferait mieux de se shooter à la sérotonine dans notre société occidentale plus qu'à la dopamine. Wow. Je dis pas qu'il faut pas de dopamine, il en faut. C'est une biochimie, il faut que tout soit équilibré, les niveaux soient comme il faut. Dopamine, sérotonine, GABA, acétylcholine. Okay, c'est les 4 principaux. Il y en a d'autres, mais ils vont vraiment ils régissent, si tu veux, ton corps, ta vitalité. C'est pas que dans le cerveau. 95% de ta sérotonine, elle est produite dans tes intestins. Ah, ouais? Ouais. C'est le deuxième cerveau, les intestins? Le premier cerveau aujourd'hui. Comment ça? Aujourd'hui, il y a plein de scientifiques qui travaillent là-dessus, notamment des neuropsychologues, des neuroscientifiques qui ont fait le lien entre le cerveau et l'intestin, qui ont tout étudié de A à Z. C'est des heures et des heures de lecture, en tout cas pour moi, c'est vraiment passionnant, mais aujourd'hui, il est rendu au stade du premier cerveau. Wow. Parce que si tu manges mal, si tu bois justement beaucoup d'alcool, tu détruis ta flore intestinale. Si ta flore intestinale est détruite, elle ne peut pas produire des neurotransmetteurs sainement, si tu veux. Parce que tes neurotransmetteurs, ce qu'ils ont besoin, comme la sérotonine par exemple, ce qu'elle a besoin pour être sainement produite, il faut par exemple lui donner toutes les vitamines du groupe B, exemple, ce qu'on va retrouver dans le kombucha. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps, tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu, mais tout ce qui est fermenté en général est très bon pour la santé intestinale. Et on dit que c'est bon pour l'humeur, les émotions, etc. Et ça inclut pas nécessairement la bière, si je comprends bien. Pas nécessairement, parce que l'alcool fait en sorte qu'elle détruit tes bonnes bactéries. Mais la fermentation, ça veut pas nécessairement dire une présence d'alcool ou une présence de beaucoup d'alcool. La kombucha a peut-être un taux d'alcool de 0,5 %, ce qui est rien pour le foie, dont 10 % des enzymes ont pour fonction de métaboliser l'alcool. Exact. Donc ça, c'est pas un problème, c'est une solution. Même que ça, c'est controversé, un docteur dirait jamais ça à un patient, mais la consommation d'alcool en quantité très limitée, puis là, je veux dire, c'est beaucoup moins qu'une pinte par jour, beaucoup moins que ça, ça peut stimuler la reconstruction du foie puis sa vitalité. Sauf que c'est pas des quantités qui sont conformes à la consommation de bière habituelle de Nord-Américains. Donc, on parle vraiment plus de consommation de kombucha que d'une pinte comme j'ai ici. Est-ce que ça dépendrait aussi... Alors là, du coup, c'est moi qui te fais une interview, qui te pose une question. On change les rôles. Wouh! Allez, on switch. Oui! Mais non, mais c'est intéressant parce que du coup, est-ce que tu dirais que ça dépend aussi de la qualité de la bière? Comme là, par exemple, tu bois quelque chose qui vient d'une microbrasserie. Il y a quelque chose peut-être de plus conscient dans la fabrication, tout ça, dans la transformation. Est-ce que les bières industrielles sont de moins bonne qualité? C'est une super bonne question, puis j'ai envie de dire oui et non. La bière consommée par la grande majorité du monde, c'est une bière de type lager qui est fermentée avec une famille de levures différentes, qui est faite pour évacuer toute trace résiduelle de céréales, puis pour maximiser la production d'alcool à peu de coûts. Ce qui veut dire qu'il ne te reste pas grand-chose en dehors de l'alcool, puis du goût en général neutre et pas fade, mais drabe. Donc ça, c'est les lagers. C'est 95 % de la bière qui est consommée. Que ce soit une lager faite en microbrasserie ou par une brasserie industrielle, quand tu as une levure qui est aussi formidablement active, qui mange tous les sucres, ben là, il ne te reste plus grand-chose dans la bière. Si tu as une bière de type ale, qui est vivante, dans laquelle la levure n'a pas tout mangé, puis a même créé des nouvelles flaveurs, des nouvelles saveurs, et a maximisé le contenu nutritionnel, là, tu te trouves avec une bière qui est proprement nourrissante. Puis historiquement, la bière, c'est un aliment. En 1900, on parle de la stout comme étant précisément bonne pour les femmes enceintes, ce qui évidemment est une chose absolument atroce. Oh my God! Par contre, la pensée derrière ça, jusque dans les années 1900, c'est là que ça commence à arrêter,
La pensée derrière ça, c'est qu'un stout, ça remplit un estomac. C'est un aliment. C'est du pain liquide. En République tchèque, on parle encore de la bière comme du pain liquide. Et historiquement, au début de la bière était plus semblable à un porridge puis une soupe qu'à une bière liquide. Il fallait la boire à la paille. Tout ça pour dire que la bière, historiquement, c'est nutritionnel. Et une des raisons pour ça, c'est que la levure, lorsqu'elle produit ton alcool, elle fait beaucoup plus de choses que de produire de l'alcool. Il y a plusieurs types de levure, ils produisent plusieurs types de choses, mais la levure ne fait pas juste créer de l'alcool éthylique, la levure crée aussi du dioxyde de carbone, et en mangeant les différents trucs qui sont dans la céréale, puis il y a bien plus que du sucre dans la céréale, ils vont changer la valeur nutritionnelle. Donc, à supposer que tu as... je veux vraiment pas me tromper là-dessus parce que je suis pas bon dans les chiffres puis j'ai une mauvaise mémoire. Il y a un type de vitamine B12 dans la bière qui est listé évidemment comme un bienfait de la bière. Pour ceux qui veulent justifier la consommation de bière, cette vitamine-là, elle est maximisée par la levure. Donc la levure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va doubler du contenu. La levure est une créatrice de contenu. Puis ça, historiquement, ça a été super important dans les régions parce que la céréale était pauvre. Au début de la civilisation humaine, à Sumer, en Égypte, en Grèce, dans les premières villes qui sont des cités-États, dans la Mésopotamie, dans la région de l'Irak et de l'Iran, le type de céréales qui était disponible était tellement bas, tellement faible en nutrition que pour le travail et l'énergie qui était disponible, c'était plus facile d'en exploiter des nutriments en faisant de la bière qu'en faisant du pain. Autrement dit, ça donne beaucoup de raisons de penser que la fermentation a fourni la raison pour se sédentariser. Tout ça pour dire qu'il y a des bienfaits à la bière, mais c'est pas sûr si ces bienfaits-là sont pas complètement annulés par le fait qu'il y a de l'alcool dedans. C'est la levure qui fait les bienfaits, mais tu as quand même l'alcool. Ouais. Puis là, d'après ce que tu me dis, l'alcool va tout détruire, si tu en prends trop, dans ta flore intestinale, ce qui va détruire ton premier cerveau. Mais parlons du deuxième cerveau, là, qui, moi, jusqu'à maintenant, je pensais que mon cerveau, il en avait un. La tour centrale ici, là. Parlons un peu de la tour d'ivoire centrale, qui est le siège historique des idées et de la matière grise. Mettons que moi, là, je bois beaucoup trop de bière, selon peu importe quelle mesure qu'on utilise. Il se passe quoi dans ma tête à long terme? Je veux dire, est-ce que ça modifie mon cerveau? Est-ce que ça modifie mes... Ouais. Comment ça va t'affecter au niveau de la mémoire et de l'apprentissage. Ah oui, OK. Ouais. OK. Et il y a une étude dont je ne me rappelle plus le nom. Si tu veux, je te l'enverrai comme référence pour les gens que ça intéresse. S'il te plaît. Ouais. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur le lien entre la consommation d'alcool, Alzheimer, et justement ce que l'alcool fait dans la flore intestinale. Donc en détruisant la flore intestinale, parce qu'en fait, les deux communiquent tout le temps ensemble. Hein. C'est de la chimie. Il y a toujours... Donc, on ne peut pas échapper à nos intestins, si je comprends bien. Non. Exactement. Tu peux pas y échapper. Donc, quand tu détruis ta flore intestinale à cause de l'alcool, ils ont trouvé qu'il y avait un lien. C'était plus de 65% des gens atteints d'Alzheimer avaient aussi un déficit au niveau de leur flore intestinale, causé par l'alcool. Attends, rappelle-moi le pourcentage. 65. C'est bon, c'est un bon pourcentage, une bonne corrélation. Ouais. Donc, forcément, ça affecte après tes facultés pour tout ce qui va être concentration, mémoire, apprentissage. Donc, imagine à long terme, tu sais, on utilise exactement les mêmes théories aujourd'hui en recherche par rapport aux drogues. Ça a le même impact sur ton cerveau. Est-ce que les drogues légales comme le café et la cigarette ont aussi un effet nocif sur les intestins? Alors, le café? Je dis les drogues légales. Ouais. Excuse-moi, on vient de légaliser le cannabis au Canada. J'avais pas pensé à ça. En fait, tout ce qui te shoot, on va dire, alors dans ce cas-là, tout ce qui te donne des shoots de dopamine, dans ce cas-là, oui. Fait que la dopamine, dans le fond, c'est pas bon pour la digestion, si je comprends bien. C'est pas que c'est pas bon pour la digestion, tu sais, c'est comme un effet domino. OK? T'altères, pendant que tu bois de l'alcool, t'altères, ta flore intestinale. Donc, la production de sérotonine est plus compliquée. Donc, la sérotonine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur. Ouais. OK? Tu te sens bien. Qu'est-ce qui va stimuler ta sérotonine? Le soleil, faire de l'activité physique, être au contact des autres. Donc, imagine pendant la pandémie, là, tu n'avais pas le droit de sortir. Tu n'avais pas le droit de socialiser. Tu ne pouvais plus aller au gym.
Tu faisais quoi? Bah, tu buvais du café, tu travaillais de la maison. Fait qu'inconsciemment, À 4 les heures, gens... apéro. Oui. Dans le fond, il y avait des drogues autorisées à tout moment de la journée pour les gens qui travaillaient à la maison ou qui ne travaillaient pas parce qu'ils ont perdu leur emploi, puis qui voulaient compenser pour le manque de soleil parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dehors, ou presque, le manque d'activité parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dehors, puis qu'ils sont déprimés parce qu'ils sont à la maison ou qu'ils n'ont pas d'emploi, et le manque de contact parce que tu n'as pas le droit, parce que tu vas rendre tout le monde malade. Oui, exactement. Ça va mal? Ça va mal. Donc, en fait, est-ce que ça a fabriqué des dépressifs, en fait? La pandémie, pendant 3 ans, a créé une autre pandémie, dans le fond, secondaire, qui est en réalité une carence généralisée de sérotonine. Là. C'est ce qui a le plus manqué au niveau des neurotransmetteurs. Oui. On le voit aujourd'hui, 3 ans après. Je ne sais pas si tu discutes avec... des fois, tu abordes le sujet de la santé mentale avec les gens, mais ce qu'on constate, c'est que même des gens qui n'étaient pas affectés avant sont très anxieux. Des gens qui n'étaient pas du type anxieux, mettons, sont devenus du type anxieux? Oui. Et alors, chez les adolescents, on n'en parle même pas. Ils se sont enfermés sur les écrans. Oui. Donc là, eux, ils sont pas shootés à la bière, par exemple, ou à l'alcool, mais les réseaux sociaux ont eu un effet dévastateur sur cette génération aussi, à cette période-là. Les écrans, ils ont dû faire cours en ligne, chose qui ne se faisait pas du tout avant. Donc ça, c'est des shoots de dopamine à répétition, constamment. Ils s'enferment, ils restent à l'intérieur, ils bougent plus. Même s'ils habitent 500 mètres l'un de l'autre, ils vont communiquer sur leur téléphone à travers Instagram, admettons. C'est terrible. Est-ce qu'on a des études là-dessus que tu connais qui ont été faites? Peut-être que c'est trop récent, mais des études qui ont montré un peu c'est quoi les tendances générales ou un échantillon, mettons, de groupes d'adolescents qui ont passé à travers ces 3 années-là, où est-ce qu'ils sont, puis comment est-ce qu'ils sont mentalement par rapport à où est-ce qu'ils étaient avant. Parce que comme tu me dis, c'est un énorme groupe de la population, puis c'est un groupe vraiment important. Ce groupe-là, à un moment donné, ça va être des adultes dans pas très longtemps, et ils vont travailler, ils vont avoir des familles. Moi, je m'inquiète particulièrement, en fait, des enfants qui ont grandi à l'époque de Facebook et d'Instagram, à qui on a autorisé d'avoir un cellulaire dans leurs mains à l'âge de 6 ans, ou 5 ou 10. C'est une tranche d'âge-là qui est préadolescente, qui est une éponge, qui a le monde entier pour les stimuler et qui se fait réduire ça d'abord par la présence de substituts à la maison et ensuite par une pandémie qui justifie cette alternative. J'ai peur pour cette génération-là en termes de capacité à créer des liens véritables avec des humains. On parle même pas d'alcool, là. On parle même pas d'alcool, ce qui d'ailleurs est rare, parce qu'en général, dans ce podcast-ci... On parle en fait finalement de la dépendance. C'est ça. Ce que ça crée sur la santé mentale. Il y a plein d'études en cours, donc je peux pas j'ai pas envie de... Il est trop tôt, probablement. C'est des études sur le long terme, d'habitude. Par contre, moi, je vis avec un ado de 15 ans. Oh boy! Et... On va en parler. On parle de ton ado pendant 1 heure. Parlons-en! On va parler de toi, Joachim. Il va me détester. Je pense que la seule chose qu'il fallait faire, c'était de ne pas nommer son nom. Mais là, c'est fait. Fait que c'est Joachim, on va parler de toi. En fait, je ne vais pas parler personnellement de lui, mais de sa génération, de sa tranche d'âge et de ce que j'ai observé avec l'école et en parlant avec la direction. Le directeur m'a dit, tous les secondaires 2, ne t'inquiète pas, parce qu'il arrive tout le temps en retard. Il est jamais... C'est jamais grave, c'est jamais trop... C'est pas important. Non, c'est pas grave. Si j'arrive 15 minutes en retard, oui, et... Même s'il est déjà à l'école et que c'est la 3e période. Okay? C'est pas grave. Et moi, en panique, je vois qu'il arrive beaucoup, qu'il a beaucoup de retard, et j'appelle l'école, et le directeur me dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ben, j'ai dit, non, c'est pas normal, il faut des sanctions. Et il me dit, tous les secondaires 2, et il dit, j'ai sondé mes autres collègues dans les autres écoles secondaires de la région, tous les secondaires 2 arrivent en retard. Ils sont tous en retard toute la journée. C'est pas juste le matin à 8 heures, ils sont tout le temps en retard. On est dans un épiphénomène ici, là. Waouh, mais quelle est la cause de cette normalité? Je sais pas. C'est un phénomène. Est-ce que c'est juste la région ici ou c'est sur l'ensemble du Canada? Peut-être, je sais pas, faut vérifier.
Et il dit, en fait, c'est avec la pandémie. C'est à cause de la pandémie. Parce que ils ont été enfermés à faire l'école à la maison pendant plusieurs mois. Et il n'y a plus cette notion du temps, ce repère-là, tu sais, entre le physique, entre le réel. Ouais. Et donc, ils sont complètement désaxés. Mm-hmm. Moi, j'ai dû couper le téléphone pour lui, quoi. J'ai dû... À 15 ans, techniquement, t'es grand, t'es autonome et tout, mais je vois que ça a un impact. Ouais. Donc, j'ai dû mettre un frein. Et les premiers jours, c'était comme une désintoxication. Ouais. C'est un peu... On te prive de dopamine. C'est un peu vers là que je voulais aller, puisque je voulais qu'on parle un peu de l'effet de la consommation d'alcool sur le cerveau, mais aussi de la façon dont la dépendance en l'alcool peut se développer, quels sont les signes avant-coureurs et qu'est-ce qui arrive à long terme, dans le fond. Est-ce qu'il y a une modification dans la façon dont on pense, dans le fonctionnement de notre cerveau, si, mettons qu'on prend une à deux pintes par jour sur le long terme, sans même tomber dans l'accès. Ça, c'est une information vraiment importante pour les gens qui adorent la bière artisanale ou pour les gens qui ont juste décidé que, finalement, la bière, c'était comme dans le temps passé, un aliment. C'est mes vitamines. C'est dans le long terme. C'est ça, c'est mes vitamines. Je prends mes vitamines, c'est ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui font la blague en France, le vin, c'est du raisin. Ah donc, oui, c'est ça. Je mange mes raisins, mais oui. Il y a beaucoup de mimes là-dessus sur Internet. Mais tu sais, quand on aime quelque chose, toutes les raisons sont bonnes pour la faire. Hein? Oui. Puis ça, c'est le discours typique de quelqu'un qui est sous la dépendance. Toujours. Est-ce qu'il y a des termes cliniques pour expliquer la dépendance envers l'alcool ou une autre substance? Y a-t-il une espèce de... Mais moi, je me suis pas rendue jusque-là, en fait, dans des termes vraiment cliniques poussés. Parce que moi, je m'arrête vraiment à la santé mentale, émotionnelle, si tu veux, des gens, et comment rééquilibrer leurs neurotransmetteurs. Surtout, c'est ça, parce que une fois que, par exemple, tu posais la question, quel effet ça va avoir sur le cerveau, comment je vais penser. En fait, à partir du moment où ça dérègle tes neurotransmetteurs, ça va affecter tes émotions. Okay. Ça va affecter ton énergie. Donc, quand on parle de dérèglement, tu as mentionné 4 neurotransmetteurs. Il y en a un des 4, c'est quoi? C'est la dopamine qui est surstimulée. Tu as trop de dopamine? Ça stimule ta dopamine. Donc, c'est l'hormone de la récompense, la dopamine. Voilà. Donc, tu vas te sentir réconforté. OK. Tu sais, ça peut être du chocolat. Tu sais, je veux dire, oui. Tu peux ne pas boire d'alcool, mais te réconforter avec le chocolat. Mais trop souvent et tous les jours. Tu vois? C'est un peu la même chose. Donc, ça va booster ta dopamine, tu as ce sentiment de récompense, de réconfort, t'es bien. L'alcool va affecter ta flore intestinale. Donc là, même si après ça, tu essayes de manger, entre guillemets, de bien manger et de booster avec des vitamines ton corps, tu prends des suppléments pour essayer d'être un peu plus en santé, etc. Les vitamines que tu prends servent de catalyseur pour nourrir un neurotransmetteur. Par exemple, si tu manges des agrumes, si tu manges des agrumes, les agrumes, ça va stimuler la sérotonine. Ou même si tu sens juste une huile essentielle d'orange, par exemple, juste l'écorce qui est distillée. Ça stimule la sérotonine. Ça va stimuler la sérotonine, tu vois. Donc, il y a certains aliments comme ça qui vont sécréter ta sérotonine. Donc, c'est sûr que si à côté de ça, tu manges bien, tu fais attention, tu t'entraînes, oui, tu vas stimuler ta sérotonine parce que tu t'entraînes, mais le soir, tu rentres, tu bois de la bière. Ça n'aura pas juste des effets négatifs sur l'entraînement que tu fais, parce que ça s'annule un peu. Ça t'aide pas beaucoup, c'est du sucre. C'est justement là-dessus que je voulais préciser puis clarifier avec toi, parce que je suis en train de développer cette impression-là que l'accumulation de dopamine dans le système va au dépend de la sérotonine. Pas nécessairement. C'est ça que je voulais voir avec toi. En fait, ça dépend. Si tu consommes pas d'alcool et que toi, ton seul réconfort, c'est les réseaux sociaux, par exemple,
tu stimules ta dopamine de la même façon Tu que vas l'alcool. quand même avoir beaucoup trop de dopamine que, mettons, les 3 autres. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut délibérément aller stimuler un neurotransmetteur en particulier pour contrer les excès de la dopamine dans le système qui viendraient de trop de Facebook, trop d'Instagram, trop de café? Est-ce que c'est une approche qui a même du sens ou c'est plus une question de diète, de choix? Donc, en fait, tu dis, en compensant avec un autre neurotransmetteur, Ouais. ça annule l'autre? C'est plus une question. Non. Je voudrais pas oser le théoriser. Non. Tu peux pas. En fait, c'est vraiment dans les choix de vie puis dans les habitudes. C'est de se réguler. C'est de s'auto-réguler. Toi qui aimes beaucoup l'histoire, l'anthropologie, tout ça, c'est pas pour rien aussi que les religions, toutes les religions partout dans le monde, pratiquent le jeûne. Oui, c'est vrai. Parce qu'on sait que l'être humain, par nature, est gourmand et dans l'excès pour tout. Et donc, c'est des périodes à différents moments dans l'année où, tout dépendant de la religion, des fois, ça va être quelques jours par mois, toute l'année aussi, ça dépend. Mais comme on sait que l'être humain est gourmand, c'est une façon de lui dire de réguler, de contrôler son cerveau, d'être en contrôle de son mindset et de ses émotions. Tu vois, moi, je suis un grand amateur de l'histoire des religions. Puis je dis ça avec précision parce que je ne suis pas un amateur de religion, mais bien d'histoire de la religion. Puis ce que je constate, plus je lis là-dessus, c'est que les religions sont toutes des extrapolations à grande échelle de société d'un esprit religieux qui est très différent de l'organisation de la religion. Puis ça vient tout de rituels qui sont en fait de la régulation sociale. Et aussi de techniques d'hygiène. Le jeûne est un parfait exemple. Comme tu le dis, c'est présent dans beaucoup de religions. C'est quoi le jeûne et pourquoi ça a toujours été pertinent à travers l'histoire? Pour au moins 3 raisons. À différents moments de l'histoire, au début, le jeûne, ça peut avoir été une technique d'extase, qui est la technique par excellence par laquelle les chamans, qui sont les premiers docteurs anthropologistes et beaucoup d'autres choses, vont accéder à une connaissance du monde au-delà des objets physiques. Donc ça, c'est la première chose, le jeûne comme une technique d'extase. La deuxième raison, c'est pour normaliser la préservation des aliments en se refusant à manger lorsque la nourriture est disponible pour favoriser la discipline. Puis moi, je crois qu'il y a des techniques assez pragmatiques qui se manifestent du point de vue inconscient à l'échelle de la société. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une raison pour laquelle le jeûne est une pratique aussi établie à un niveau si universel à travers des niveaux de pensée si différents. Puis la troisième raison, c'est la détoxification. Quand tu fais un jeûne, puis je pense que tu es mieux placé que moi pour en parler, il y a un mécanisme de défense qui est enclenché dans ton corps. C'est là que ça devient vraiment pertinent, parce que ça prouve que, pour des raisons différentes, historiques et biologiques, le jeûne apporte beaucoup à l'être humain dans une société. Il y a un effet de régulation sociale, mais il y a aussi une espèce de leçon à se rappeler qu'il ne faut pas se goinfrer. Parce que, tu sais, nous, on vit dans une période d'abondance. À l'époque où est-ce qu'on fait ce podcast, pour les gens qui nous écoutent en 3023, là, dans un millénaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, là, on va leur dire qu'est-ce que c'est 2023, parce qu'ils vivent en 3023. Nous, on a beaucoup d'abondance. On peut aller dans une épicerie et acheter de la bouffe. Il y a de la bouffe partout. En tout cas, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Mais en général, c'est plus facile d'avoir de la nourriture dans notre époque que, mettons, il y a 1000 ans. Où est-ce que la pauvreté se définissait plus en des termes de « j'ai pas accès à la nourriture ». Fait qu'aujourd'hui, même dans des pays pauvres, il y a des endroits où est-ce que il y a un certain type de nourriture, en tout cas, qui est en surabondance. Tout ça pour dire que la disponibilité de la nourriture est un gros problème, surtout à cause du sucre, puis des pains préparés. Donc, le jeûne est une réponse appropriée, me semble-t-il, pour les gens qui souffrent le plus de cet excès-là. Oui, et le sucre détruit la flore intestinale. Tout détruit la flore intestinale. Qu'est-ce qui construit la flore intestinale? Moi, je veux avoir une flore intestinale. Mange des vrais aliments.
mange des vrais aliments. Okay. Le problème, comme par exemple le fast-food, le fast-food ne va c'est très pauvre en nutriments. Ouais. Ça va aucunement venir stimuler. Oui, ça va te donner du réconfort, ça va stimuler ta dopamine. Mais pour le reste, ça va affaiblir ta flore intestinale, ton premier cerveau, tes intestins. Donc, par la suite, essaye d'avoir une bonne concentration. Essaye d'apprendre correctement. Essaye de même d'être performant physiquement dans le sport. C'est impossible. C'est très, 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 très pauvre en nutriments, très riche en sucre. Il y a des sucres cachés aussi à l'intérieur. Beaucoup de mauvaises graisses aussi. Donc, tu défonces ta sérotonine, mais à un point... Et donc, c'est ça le problème de notre société, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On va vite. On va vite. Tu vois, cette semaine, j'ai dû faire preuve on va dire, j'ai dû apprendre à quelqu'un qui était plus âgé que moi à ralentir, être bienveillant et tolérant. Comment est-ce que tu as approché ça? Simplement en montrant l'exemple, tout simplement. La personne n'avait pas conscience, en fait, que dès le matin, elle était encore dans son lit, qu'elle m'envoyait des messages vocaux et que dans sa voix, elle était déjà stressée. Elle se lève, puis elle est stressée. Elle n'était même pas levée encore, elle était assise dans son lit. Puis elle me le dit, je suis assise dans mon lit, puis là, j'ai pensé à ça, puis elle me bombarde de messages. Puis de trucs qui sont pas cohérents. Et qui sont pas censés. Ben là, écoute, elle vient de se lever. Ou plutôt, non, elle vient de se réveiller. Et moi, j'ai beaucoup de peine parce que je me dis, mais t'entreprends, t'es à ton compte et tu te lèves le matin, c'est la première chose que tu fais. En tant que société, on n'est vraiment pas conscient de ce qu'on fait. Mais tu sais, il y a un problème similaire qui a été relevé par le consultant en relations professionnelles, Simon Sinek, aux États-Unis, qui est un gars extraordinaire. Ses présentations sont toujours assez fascinantes. Puis lui, il dit, quand la première chose que tu te fais le matin, c'est d'aller sur ton cellulaire alors que tu as des gens qui sont dans ta maison, que tu aimes, comme des enfants, ta femme ou ton mari, ou ton chat, ou ta blonde, ou ton chat, ou ton chien. Vous voyez ce que je veux dire? Quand la première chose que tu fais, indépendamment de la présence de gens que tu aimes, ou de choses que tu aimes, ou d'animaux que tu aimes, c'est d'aller sur ton cellulaire. Ce que tu as, c'est une dépendance. Tu as une dépendance. Donc, nous sommes une génération, une civilisation même de dépendance. On est une civilisation dans laquelle il y a des drogues légales, puis il y a des drogues illégales, mais on est une civilisation qui est habituée à l'intoxication. Puis ça, c'est une chose que je veux explorer avec toi. L'omniprésence de la drogue partout. La plupart d'entre nous, comme tu le disais tantôt, sont surshootés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est à notre portée? Ben, premièrement, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Fait qu'il faut avoir conscience qu'on vit dans un univers qui est inondé par des drogues légales. Donc déjà, c'est de prendre conscience, c'est de prendre un petit peu de recul. Ouh, attends, est-ce que tout ce qui se passe ici est correct et est sain pour moi et sain pour la société? Parce que c'est devenu une norme. C'est comme je te disais, le matin, tu as le cellulaire, tu as le café. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas peut-être en reprendre 3-4 dans la journée. 5 à 7, hop, allez, on y va. Bière, vin et compagnie. Et puis, ce qui est drôle, c'est que le gouvernement fait de la prévention par rapport à l'alcool, mais c'est eux qui détiennent les magasins. Oui, ils vendent aussi l'alcool, en théorie, puisqu'ils ont le monopole sur la vente de l'alcool, qui génère beaucoup d'argent. Selon des recherches, c'est correct si tu bois... alors là, je me base sur les chiffres en France parce que j'ai vu ça récemment, ça m'a choquée. C'est correct si tu bois... Je savais que tu étais française. Ouais. Je savais que tu travaillais pour Emmanuel Macron. Ça y est, je suis... T'es découverte. Non, mince. Elle nie toute responsabilité. Donc, les recherches en France que tu as vues disaient quoi? Alors, eux, ils disent que c'est correct si tu bois, je crois que c'est 2 verres de vin 5 jours par semaine, avec une pause le week-end, en fait. Avec une pause le week-end. Comme si tu faisais une pause de 2 jours par semaine. En tout cas, là-bas, j'ai jamais vu ça.
Là-bas, t'attaques à 11h. Même à 9h. T'attaques! On vient vraiment de mettre le doigt sur la France, là, ici. Non, mais T'attaques à 11h. Voici une belle expression qu'on utilise un petit peu moins au Québec. À 11h le matin, ils ont sorti le cidre bouché, ils ont mis le cidre sur la table, le champagne. J'avais un de mes amis là, qui était en France dans les années 80, qui est un ancien journaliste de Radio-Canada, puis qui me disait qu'à un moment donné, il y avait eu un accident de voiture, puis il fallait aller au poste de police, puis les policiers lui disaient « Non, mais laisse-nous tranquille, on prend l'apéro. » Il était à 11h. Je veux dire, on travaille, nous, là, on boit notre vin. C'est possible. C'est très possible. Mais tu sais que même sur les chantiers de construction, à 8-9 heures le matin, c'est des gars qui sont levés depuis 4 heures, 5 heures du matin. Oui. Pour eux, il est déjà 11h30. Ils font leur deuxième petit déjeuner vers 9 heures. Tu veux dire avec un deuxième verre de vin? Ouais, vin blanc, saucisson, La relation de la France avec le vin, avec l'alcool en général, est fascinante. Clairement, les Français consomment plus d'alcool. Je pense que... Bah, tu sais... Je disais ça juste pour te provoquer. Québec est cousin... Je disais ça pour te provoquer. Non. En fait, les Québécois sont chaleureux, sont conviviaux, ils aiment se rassembler. T'es gentil. Et ils sont même plus gentils que les Français. Ah oui? Non, vous êtes plus accueillants, vraiment. Probable. Va à Paris, tu vas voir comment tu vas te faire. Oui, mais attention, là, les Français que moi j'ai vus qui sont pas à Paris m'ont dit attention, Paris n'est pas la France. Il y a quelque chose d'exceptionnel avec Paris, non? Moi, je viens de la Bourgogne et on est très gentils. Voilà. C'est la raison peut-être pour laquelle tu es ici pour le temps d'une bière. Voilà. Mais on a plein d'amis à Paris là, qui sont très gentils aussi. Mais je pense que c'est Paris qui a une atmosphère qui véhicule le stress. Les grosses villes, hein. C'est les grosses villes. Va à New York, Oui, Montréal, c'est quand même chill. Oui, Montréal, c'est chill. C'est chill. Les gens sont chill. Donc, tu vois, voilà. Il y a ce rapport par rapport à l'alcool, à l'apéro, se rassembler. C'est latin. Il y a un truc... en Italie, c'est la même chose. Ouais. C'est exactement pareil. Est-ce que la culture a une influence déterminante, selon toi, sur la façon dont l'alcool va nous affecter? Oui. Oui, tu as une pression culturelle, une pression sociale qui est énorme. Dis à quelqu'un que tu ne bois pas d'alcool ou que tu arrêtes. Ouais. Ou que pendant... c'est quel mois encore? Moi, je suis... La plupart du temps, les gens qui boivent pas d'alcool, c'est en février parce que c'est le mois le plus court. Puis aussi, c'est parce que ils ont trop abusé des bonnes choses houblonnées dans le mois de janvier. En général, c'est ça. Souvent, c'est octobre aussi. Tu as Sober October. Souvent, c'est associé avec des causes caritatives. Après ça, une fois que tu as rasé ta consommation d'alcool, là, tu rases ta barbe pour Movember. Je les connais toutes. T'as un calendrier pour ça? Moi, j'ai fait un mois d'abstention d'alcool il y a quelques années, en février. Et c'est quoi les effets que t'as constatés? Je pense que la sobriété... ça va beaucoup plus loin que la non-consommation d'alcool. Je me trouvais pas exceptionnellement différent, mais chaque jour était plus simple. Je crois que je dormais mieux, que j'étais un petit peu plus concentré. Pour moi, le sommeil, c'est vraiment important. Puis j'ai 3 jobs. Je travaille beaucoup sur mon podcast. Puis je pense que je suis un genre de naturel anxieux. Ça paraît pas parce que j'ai beaucoup de plaisir à jaser aux gens, puis ça me calme d'être dans des belles conversations, surtout un podcast dans lequel j'ai mes écouteurs. Là, je suis sur une personne. Tout le concept environnemental est fait pour me concentrer sur la personne à qui je parle. Fait que ça, c'est une image que je dégage de quelqu'un qui est bien chill, puis bien calme et tout. Mais moi, j'arrive chez moi, j'ai 8000 idées, j'ai 8000 projets. Le mot 8000 est important, là, clairement. Et puis, tout ça pour dire que je vis une certaine dose d'anxiété qui est, la plupart du temps, créée juste dans ma tête parce que j'ai une idée, je me dis, OK, j'ai une idée, mais là, je ne l'actionne pas, donc c'est un problème. Donc, ça affecte mon sommeil. Puis ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Le rapport entre la consommation d'alcool puis le sommeil, il y en a-t-il un? Ben oui, il y en a un. Vu que l'alcool va altérer ta flore intestinale, on y revient. On y revient toujours à la flore intestinale. En fait, le gros problème, c'est la sérotonine. En fait, en soi, c'est pas tant de te dire, je sais pas, 2 fois dans la semaine, t'as des rencontres, tu vas boire un verre ou 2. Okay? C'est pas ça qui va faire que c'est une catastrophe et t'as plus de sérotonine. Hein, c'est pas ça. Mais ce qui se passe, c'est que si
tes taux de sérotonine sont bas, donc tu sais, tu travailles beaucoup devant un écran, tu es beaucoup devant les écrans, tu vois pas le soleil, tu marches pas, Ouais. t'essayes pas de méditer, de respirer, de souffler, d'avoir des techniques de respiration pour... ouais, la cohérence cardiaque, ça t'aiderait justement C'est quand très t'as une sexy, idée. la cohérence cardiaque. Tu vois? Oui, on aime ça. Et donc, la sérotonine, quand tu as des taux intéressants, durant le jour, que tu stimules ta sérotonine durant le jour, la nuit, elle se transforme en mélatonine. La mélatonine, elle est responsable du sommeil, de l'endormissement. Mais attends, là, la précision est importante. Si tu dis la nuit, ça se transforme en mélatonine, Ouais. pas durant la soirée, c'est-à-dire pas avant que tu dormes. Bah, dès qu'il commence à faire à s'assombrir, la lumière change. OK, dès que la lumière commence à tomber, la sérotonine se transforme en mélatonine. Ouais, exactement. Wow. C'est là que la mélatonine commence à être sécrétée et puis c'est là qu'il y a l'endormissement, normalement, c'est là que tu dois aller te coucher. Mais nous, on s'entend que on a la lumière, on a l'électricité, on a les écrans, la télé est allumée, tu as le téléphone, jusqu'à 22h, tu restes sur ton téléphone. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait couper 2 heures avant de dormir, normalement. Ouais. Il y en a qui disent 30 minutes. Non, aujourd'hui, c'est 2 heures. Vraiment. Mais c'est l'accès à la lumière, en particulier, qui pose problème, puis qui s'en vient vraiment contrecarrer le fonctionnement normal de l'humain, qui est fait pour être purement orienté par rapport au soleil. Une lumière artificielle à l'électricité, c'était pas dans les plans de l'existence de nous. Non, Dieu n'avait pas prévu... Je voulais pas mettre la religion là-dedans. Mais je m'en allais vers quelqu'un qui nous a créés, par contre. Le créateur. Voilà, on va l'appeler responsable Steve. de la création. Voilà. Steve. Oui, parce que je veux pas en faire une discussion religieuse, mais ça amène un point important, qui est l'adénosine. Tu connais l'adénosine? Non, éduque-moi. Donc, voyons, je vais-tu bien le dire? L'adénosine, en réalité, je ne sais pas si c'est un neurotransmetteur, je ne sais pas si c'est une hormone, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, mais c'est dans le corps, ça s'accumule durant la journée, puis ça te dit que tu es fatigué. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais en parler, parce que tu me dis que la sérotonine se transforme en mélanine. C'était mélatonine, pardon. Ça t'aide à dormir. L'adénosine, c'est vraiment important parce que c'est un signal qui se construit à travers la journée qui va t'aider à t'endormir aussi. Mais la caféine le bloque. Donc, si tu te lèves, puis tout de suite, en dedans 30 minutes, tu prends un café, là, le signal de l'accumulation normale de la fatigue ou de quoi c'est correct de s'endormir, il est bloqué. Donc, imagine que tu te lèves, tu prends ton café, là, tu bloques ce signal-là, il ne s'accumule pas. Donc, quand une bonne partie de la caféine est sortie de ton système, là, ton corps réagit puis se dit « OK, on va faire vraiment beaucoup d'adénosine, ça va tout sortir. » Donc, tu as brisé l'équilibre. Fait que là, tu as un crash. Donc, en début d'après-midi, tu tombes très fatigué. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, puisque la caféine bloque l'adénosine, quand tu prends de la caféine trop tôt dans la journée, tu t'empêches d'avoir une réaction normale à la fatigue. Donc, ce que tu fais, c'est que tu accélères ta fatigue. Fait que le café est un gros problème à ce niveau-là parce que ça ne te donne pas d'énergie, ça t'aide pas tant de concentrer, ça te stimule, mais la stimulation et la concentration, c'est pas la même chose. Et puis après ça, ça te rend fatigué. Ça, c'est le côté le plus paradoxal du café. Ça te donne pas d'énergie, ça t'aide pas à te concentrer, puis ça te fatigue. Fait que au final, c'est pas bon, là. Non, puis en plus de ça, en Amérique du Nord, les gens ne dorment pas la journée. Les gens ne font pas de sieste en début d'après-midi. C'est vrai, ça, j'ai pas pensé à ça. Donc, si tu fais une petite sieste de 15 minutes, t'es reboosté, tu repars, t'es mieux concentré. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience. Tu t'es dit, non, là, je vais me coucher. Oui, j'ai essayé, mais ça marche pas. Non? Moi, je fais juste être couché dans mon lit à penser à des choses. Je t'attends. Mais, parce que tu as 8000 idées, c'est pour ça. Oui, 8000 idées, comme on a dit. Merci de t'en souvenir. Mais je dois admettre que le fait d'avoir rien fait pendant 15 minutes était quand même, somme toute, bon. C'est la distraction, c'est la non-productivité, c'est le fait d'être ailleurs, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif, c'est l'errance. Je pense que c'est aussi une valeur qui est littéralement productiviste. Ne rien faire, c'est productif. Oui, oh man! On est trop loin, là. Normalement, on se fait un high five, mais ça va être un air high five. Donc, c'est quoi la grande leçon? Pour conclure, la grande leçon par rapport à l'alcool,
Sur le premier et le deuxième cerveau, maintenant on sait c'est lequel le premier. C'est quoi la leçon à retenir? La leçon numéro 1 à retenir, c'est que sache que lorsque tu es dans l'excès, j'ai vraiment envie de dire dans l'excès, si tu as une rencontre à l'occasion et que tu vas boire 2 verres de vin, une bière, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. On est d'accord. On est d'accord. Okay? C'est toujours dans la modération et en faisant attention. Mais si tu es un partisan des apéros, tu détruis ta flore intestinale, tu vas affecter en fait tu vas affecter ton cerveau, tu vas plus pouvoir te concentrer correctement, tu ne vas plus bien dormir. Tu l'as dit, toi, tu as fait abstinence pendant 30 jours et tu as vu une différence au niveau de ton sommeil et certainement au niveau de ta concentration. Ouais, c'est le calme général dans lequel je me trouvais. Par contre, quand j'ai fait une abstinence de café, c'était très difficile le matin, très, très difficile. Ah, c'est dur. Je pense que les bienfaits se seraient manifestés après 2 à 3 mois. Mais ça, c'est un autre podcast. Et puis, juste pour conclure, parce qu'il faut bien parler de toi, si on veut te contacter, on te contacte comment? Vous avez Instagram, donc myflow.neurocoaching. Donc, on est assez active là-dessus. On a un podcast, on a un blog où, justement, on démystifie les neurotransmetteurs. C'est quoi ces bestioles-là? Ça mange quoi en hiver? Pourquoi c'est si intéressant de regarder dans cette direction? Qu'est-ce qu'on a? On a des programmes aussi. Oui, on fait du coaching 1 à 1, mais on donne aussi des ateliers, des conférences, etc. C'est Donc, excellent. vous pouvez nous rejoindre sur Instagram ou vous pouvez aller sur notre site web myflow-neurocoaching.com. Donc, on va contrevenir à tout ce qu'on a dit sur l'alcool dans le podcast en disant ceci. Allez donc les voir pour le temps d'une bière. Je suis tellement un anarchiste. Ophélie. En fait, on va à partir du moment où on fait un bilan neurotransmetteur, donc c'est ce qu'on fait aussi, on fait un bilan neurotransmetteur et on regarde où tu en es avec tes neurotransmetteurs. Quel est ton neurotransmetteur dominant de la naissance? Un peu comme l'ADN, si tu veux, ça régit ta vitalité, ta personnalité, etc. C'est pour ça que moi, je pense que tu es acétylcholine. Ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Je peux te le jurer. Ouais. Donc, tout le monde, allez voir Ophélie, posez-lui des questions sur qui vous êtes. Elle va vous aider à vous le dire. Clairement, ça a rapport avec ce que vous mangez et ce que vous buvez. Donc, déjà, c'est un bon point de départ. Mais pour aller dans la nuance et la spécificité, allez voir MyFlow sur MyFlow. Donc, pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, pourquoi ne pas s'abonner au Dans une bière? Vous n'avez même pas besoin de boire de la bière. La preuve a été démontrée par Ophélie qui buvait de la kombucha avec nous. Tout de suite, comment j'ai prononcé ça. Donc, abonnez-vous, devenez nos amis, suivez-nous. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Google Podcast, Spotify, YouTube. Et donnez-nous des suggestions de sujets. On est toujours intéressés à savoir qu'est-ce que vous pensez. Si vous voulez même venir sur le show, pourquoi pas? Tout est ouvert. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Ophélie. Et on se voit pour un autre temps d'une autre bière ou d'un verre de kombucha, parce que ça aussi, c'est toléré. Bref, salut!